Cette vidéo est sponsorisée par UBJ. Vous êtes en vacances, vous avez pris l'avion, parce que ça fait quand même une paire d'années que vous avez envie d'aller visiter le Japon. Le vol s'est bien passé, l'avion atterrit. Vous retirez le mode avion de votre téléphone. Et là, malheureusement, vous n'avez pas pensé à désactiver l'option donner à l'étranger. Votre téléphone, il va pas faire des dingueries, hein. Il va mettre à jour votre position GPS, il va aller récupérer vos derniers mails, il va vous afficher vos notifs WhatsApp, c'est tout. Rien de fifou, hein. Et bah bam, 80 balles dans ta gueule. Ouais, 80 balles hors forfait, pour rien. Je veux dire, tu les as même pas lus, tes mails, là, hein, à ce stade. Idéalement, ce qu'il faut à l'étranger, bah, c'est une carte SIM locale, avec un forfait local. Évidemment, un forfait sans engagement, hein. Je veux dire, tu pars 15 jours au Japon, tu vas pas prendre un engagement de 24 mois. Et le tout en faisant gaffe de pas paumer ta carte SIM de base. Et bah, pour ça, il y a la eSIM UBJ. C'est comme une carte SIM locale de là-bas, mais comme c'est via une appli, bah en fait, tu changes rien à ce qu'il y a dans ton téléphone. T'installes l'appli UBJ sur ton téléphone, hein, tu choisis ta destination, ton forfait, et quand t'arrives sur place, il n'y a pas de surprise. Si t'as bien pensé à activer ta eSIM UBJ dans les paramètres data de ton téléphone, quand tu enlèves le mode avion de ton téléphone, c'est bon, oui, c'est bon, c'est tout. Il y a rien d'autre à faire, le truc s'active tout seul. Pas de hors forfait. Et si t'as besoin de connecter un autre appareil, genre une tablette ou je sais pas quoi, bah tu fais un partage de connexion depuis ton téléphone. Il y a rien de plus simple. Tu sais exactement où est ton forfait. Donc si jamais tu dépasses... Bah non, déjà, tu dépasses pas. Ton forfait, il est maîtrisé. Ok, alors si t'as besoin de dépasser, voilà, c'est mieux. Tu peux ajouter du forfait data à la volée comme tu veux. Y compris si t'es pas connecté à un Wi-Fi, hein. Je veux dire, dès lors que ta eSIM UBJ était déjà activée, ça marchera. Et ça, juste pour info, il y a que UBJ qui permet de le faire. Alors juste, petit bémol, si ton téléphone a 3000 ans, il est possible que ça marche pas. Pour savoir si ton téléphone est compatible, tu composes le étoile dièse 06 dièse, et si ça affiche un numéro EID, bah c'est bon, c'est compatible. Dernier point, alors UBJ, c'est dispo dans plus de 200 destinations, et l'avantage, c'est que c'est une seule appli, évidemment. Pour les 200 destinations. Une fois que tu l'as, tu peux l'activer à n'importe laquelle de tes destinations sans avoir besoin de réinstaller des trucs ou je ne sais quoi. N'importe quel voyage à l'étranger, bim, forfait maîtrisé. Et si tu suis le lien qui est dans la description avec le code YPENSER, 10% de réduction. Merci de rien, bonne année. Merci à UBJ de me faire confiance et quant à nous on se retrouve dans quelques secondes pour la dernière vidéo de l'année. Il y a un peu plus de 12 ans paraissait sur cette chaîne le premier épisode d'une série qui s'appellerait La preuve par vieux. C'est l'épisode sur Eratosthène, vous vous rappelez? Le bâton, le chameau, le lien dans la description. Depuis sur la chaîne, on en a vu des scientifiques en tout genre. Des poissards comme Guigui, des brillants comme Marie Curie, des très connus comme Newton, des moins connus comme Fritz Haber. Et il y en a un en particulier dont je voulais parler depuis longtemps. Pas tellement d'ailleurs pour ce qu'il a apporté en termes de découvertes scientifiques, même si franchement, il n'y a pas de quoi rougir, mais plutôt pour ce qu'il représente, notamment pour moi. Aujourd'hui les gens, on parle de Michael Faraday. Michael Bartholomé Faraday. Bartholomé, c'est pas son second prénom, mais j'ai pas fait gaffe s'il avait un second prénom. Michael Bartholomé Faraday est né le 22 septembre 1791 à Newington Ruffs, c'est à côté de Londres, et on va se le dire tout de suite. Il ne reçoit pas une éducation de ouf. C'est pas un élève brillant dont les professeurs devinent d'ores et déjà qu'il sera par la suite un grand homme. Non, non, il reçoit uniquement une éducation primaire, il est clairement pas adapté au système scolaire. Notamment, on attend de lui qu'il soit capable d'apprendre et de réciter, véritablement de régurgiter les leçons, et il ne comprendra jamais l'intérêt de simplement répéter ce qu'on lui aura martelé dans le crâne. Du coup, il va commencer à travailler dès l'âge de 14 ans, comme apprenti chez un libraire relieur. Oui, à l'époque, un libraire, c'est pas juste un gars qui vend des livres, c'est aussi un gars qui fabrique des livres, au sens artisanal du terme. Toujours est-il que le jeune Michael se met alors à lire absolument tout ce qui lui tombe sous la main. Notamment tout ce qui lui tombe sous la main de bouquins scientifique. Et c'est au cours de ces lectures, notamment le livre L'amélioration de l'esprit du théologien, logicien et pédagogue Isaac Watts, que Faraday va tirer 6 principes fondateurs des sciences. Alors, vous allez voir, il y a absolument rien de ce que je vais dire qui va vous faire dire autre chose que, bah ouais, mais à un moment donné, il fallait quand même l'écrire, ce truc-là. Principe numéro 1, avoir toujours sur soi un petit carnet pour prendre des notes sans cesse. Principe numéro 2, un principe qui a mal vieilli, entretenir une correspondance. Principe numéro 3, à rapprocher du principe numéro 2, évidemment,
avoir des collaborateurs afin d'échanger des idées. Principe numéro 4, vérifiez tout ce qu'on vous dit. Et alors juste celui-là, franchement, soyez pas trop nombreux à dire bah ouais, parce que en réalité, on n'est pas si nombreux à le faire. Principe numéro 5, évitez les controverses, même constat. Et enfin, principe numéro 6, ne pas généraliser trop hâtivement, écrire et parler de la façon la plus précise possible. Donc là, jusque là, on est bien d'accord, ces principes n'ont pas grand-chose à voir avec la science, mais d'après Faraday, il n'est pas question de commencer à envisager quoi que ce soit de scientifique si déjà on n'a pas intégré ces 6 principes-là. Et il y a un truc que je vous ai pas encore dit à propos de Faraday, c'est que ce gars-là va monter les échelons tranquillement, progressivement, à force de travail, et sans jamais montrer la moindre ambition particulière à monter ces échelons. En 1821, et alors que Faraday est âgé de quoi, 20-21 ans, il est en train de discuter avec un client de la librairie, voilà, il discute de science, et le client en question lui offre des places pour aller assister à des conférences de Humphrey Davy, un chimiste, à la Royal Society. Alors, vite fait, Humphrey Davy, c'est un chimiste donc qui, entre autres choses, il a isolé le potassium, le calcium, le magnésium par électrolyse, voilà. Il a également inventé une lampe de sûreté qu'on appelle la lampe Davy. Et c'est une lampe qui empêche les coups de grisou dans les mines. Les explosions qui sont dues au grisou, voilà, c'était une lampe avec du textile, ça, qui empêchait ces explosions. Voilà, tout ça pour dire, Humphrey Davy, c'est pas le scientifique dont on a le nom à la bouche toutes les 10 secondes, mais c'est pas pour autant qu'il a rien fait, le gars a fait des trucs. Donc Michael Faraday, il va assister à ces conférences, et il est tellement impressionné par ce Davy qu'il décide de lui écrire. Et il décide de joindre à sa lettre un livre de 300 pages qu'il a écrit, constitué des notes qu'il a prises pendant les conférences. Si bien que, et là vous allez voir comment les trucs se connectent, quand Davy se blesse à l'œil, voilà, et il a besoin de prendre un secrétaire parce qu'il peut plus tout faire tout seul. Ni une ni deux, il embauche Faraday. En 1813, il y a un assistant de laboratoire de la Royal Institution qui s'appelle William Payne qui se frite méchamment, mais genre, il se frite méchamment, c'est-à-dire le truc part en marave avec un collègue. Et ce William Payne se retrouve donc viré de l'institution. Oui, parce que, comme vous l'imaginez, la Royal Institution, c'est pas non plus tout à fait la même ambiance que les tavernes du port où on se casse des bouteilles sur la tête en vomissant par terre. Et Faraday est embauché pour le remplacer. Donc on est bien d'accord, le gars, il monte tranquillement les marches. Et alors, il monte pas les marches parce qu'il a envie de les monter, et ça on va le voir. Non, il monte les marches parce que ça lui donne la possibilité de faire des choses plus intéressantes. Et qui le stimulent plus. Et si vous vous demandez, mais attends, mais Bruce, mais comment est-ce qu'un mec qui était secrétaire se retrouve assistant de laboratoire à la Royal Institution? C'est très simple. En tant que secrétaire de Davy, Faraday, vous l'imaginez, il va bosser, mais vraiment beaucoup bosser, avec Davy sur ses expériences. Je veux dire, Faraday va même inventer l'ancêtre du bec benzène. Il va notamment participer aux travaux de Davy sur la nature du chlore, qu'on croit à l'époque être un truc composé et pas un élément à part entière. Et d'une manière générale, il va faire beaucoup de chimie. Et ça, c'est très bien. Déjà parce que à l'époque, la chimie, ça a vraiment le vent en poupe. C'est vraiment the place to be. Mais également parce que la chimie, bien plus que la physique, faut le reconnaître, demande une discipline et une précision qui sont très formatrices. Mais Faraday, évidemment, son nom est aujourd'hui plus largement associé à l'électricité et plus généralement à l'électromagnétisme, bien sûr. Mais déjà d'une, je rappelle qu'il faudra attendre encore 50 ans avant que Maxwell unifie l'électricité et le magnétisme, de façon définitive. D'ailleurs, Maxwell, vidéo, lien dans la description. Mais la première expérience de Faraday à proprement parler consiste à la construction d'une pile voltaïque constituée de 7 pièces d'un demi-penny empilées avec 6 pièces de zinc et 6 morceaux de papier imbibés d'eau salée. Donc, le zinc et eau salée entre les demi-pennies. Comme ça. Des piles voltaïques. Grâce à cette pile, par électrolyse, il fait passer un courant électrique dans une solution de sulfate de magnésie pour décomposer le sulfate de magnésie. Oui, le gars fait de la chimie. Je veux dire, il est littéralement arrivé à l'électricité par l'électrochimie. C'est d'ailleurs à Faraday qu'on doit des notions comme anode, cathode, ion, et par voie de conséquence anion et cation, et vous savez quoi? On n'a jamais eu l'occasion d'en parler. Alors, parenthèse. Assez simplement, ce qu'on appelle une électrolyse, c'est le fait d'effectuer des réactions chimiques à l'aide d'électricité. En général, c'est soit pour décomposer un machin composé, soit au contraire pour le synthétiser. Vous avez un machin qui est dissous dans un solvant, par exemple du sel dans de l'eau. Voilà, bon exemple, du sel dans de l'eau. Et vous collez à votre machin 2 électrodes, voilà, qui sont reliées à une pile électrique qui fournit du courant électrique en continu. Il va alors se produire plusieurs choses. Du côté de l'électrode qui est branchée à la borne positive au plus de votre pile,
il va y avoir de l'oxydation, c'est-à-dire une perte d'électrons. Et du côté, en revanche, de l'électrode qui est reliée à la borne négative, donc au moins de votre pile, là, il va y avoir de la réduction, donc un gain d'électrons. Alors évidemment, on comprenait pas ça à l'époque exactement comme on le comprend aujourd'hui, mais ce que ça signifie en réalité, c'est que tout se passe comme si la solution se comportait comme un fil électrique qui conduit l'électricité d'une électrode à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a un transport d'électrons d'une électrode qui les perd à l'autre électrode qui les gagne. Et donc vous comprenez bien qu'il faut bien qu'il se passe quelque chose entre ces deux électrodes. Et ce qui se passe, c'est que entre ces deux électrodes, il y a des atomes qui vont gagner ou perdre des électrons. Ces atomes vont alors être chargés électriquement et ce sont eux qui vont en quelque sorte transporter les électrons du courant électrique. Quand un atome est chargé, on appelle ça un ion. L'électrode qui est branchée côté plus de la pile, on appelle ça une anode. L'électrode qui est branchée côté moins de la pile, on appelle ça une cathode. Un ion qui est chargé négativement, c'est-à-dire qu'il a gagné des électrons, puisque les électrons sont chargés négativement, donc il a gagné des électrons. Donc ces électrons, il les a, en quelque sorte, pris à l'anode, et donc on appelle cet ion un anion. Et de la même manière, un ion qui est chargé positivement, c'est-à-dire qu'il a perdu des électrons, bah lui, il les a donnés à la cathode, et donc on va l'appeler le cation. Un truc important à noter toutefois à ce sujet, Faraday, il introduit ces notions alors qu'on ne sait encore pas grand-chose de la nature du courant électrique. C'est un truc qui sera défini que quelques années plus tard par André-Marie Ampère. Mais ça n'empêchera pas Faraday d'inventer par exemple le système de nombre d'oxydation. Et là, tout de suite, je vous le dis, pas de parenthèse. Non, voilà. Ceux d'entre vous qui ont déjà fait de l'oxydoréduction pendant leurs études comprendront aisément pour quelle raison j'ai vraiment pas envie de m'y coller. Faraday découvre le benzène aussi, parce que pourquoi pas. J'insiste un peu, mais il faut bien comprendre qu'à cette époque, il n'y a pas de frontière nette comme ça peut exister aujourd'hui, entre un gars qui dit « moi je fais de la chimie » et un autre qui dit « moi je bosse dans l'électricité ». Je veux dire, c'est... Allez, les gars, ils bossent dans des labos, c'est tout. On a une période où il y a plein de trucs à comprendre et tout le monde s'y met parce que tout le monde a besoin de comprendre. D'ailleurs, en 1821, lorsque Ørsted découvre l'électromagnétisme, Davy ainsi qu'un autre chimiste qui s'appelle William Hyde Wollaston, tous deux essayent de mettre au point un moteur électrique. L'idée d'un moteur électrique, c'est hyper simple. C'est transformer de l'énergie électrique en énergie mécanique. Dit encore plus simplement, avec de l'électricité, produire du mouvement. Et nos deux gars n'y arrivent pas. Ça coince, ils arrivent pas. Mais Faraday, lui, il discute longuement avec eux sur la nature du problème, etc. Puis il va finir par mettre au point un procédé qu'on appelle aujourd'hui moteur homopolaire, qui consiste à plonger un fil conducteur dans un bain de mercure dans lequel il y a un aimant. Et lorsque le fil est parcouru d'un courant électrique, il se met à tourner autour de l'aimant. Alors, en termes de moteur, on est loin d'un moteur qui fait bouger une bagnole, on est d'accord. Mais, on est véritablement sur de l'électricité qui produit un mouvement, de l'énergie mécanique. Oui. Bon, Faraday, là, il est chaud bouillant, donc il va immédiatement publier ses résultats, mais il va oublier de mentionner Davy et Wollaston dans son texte. Et les deux vont plutôt mal le prendre. Et a priori, c'est vraiment pas de la malveillance de la part de Faraday. C'est véritablement sur Faraday, il voulait publier son article, pas parce qu'il voulait être connu ou quoi que ce soit. Il voulait publier ses travaux parce qu'il voulait que ses travaux soit connu du monde scientifique. Lui, il en avait rien à branler qu'on le connaisse, lui. Je répète, les honneurs, ils s'en cognent, on aura l'occasion de le voir, gardez-le dans un coin de votre tête. Toujours est-il que, fâcherie avec Davy et Wollaston. Voilà, ça le coup. La conséquence, un peu fâcheuse, c'est que pendant des années, Davy s'assurera que Faraday ne bosse plus sur de l'électromagnétisme. Oui, et fort heureusement, ça ne durera que quelques années. Et pendant ce temps-là, justement, Faraday, il va bosser sur d'autres sujets, et clairement, je vais pas y passer 2 heures parce qu'on s'en fout, c'est vraiment pas l'objet de cet épisode. Et pour être tout à fait honnête, même les travaux de Faraday en matière d'électromagnétisme, c'est pas véritablement le sujet de l'épisode que j'ai envie de faire. Mais bon, d'un autre côté, c'est difficile de parler de Faraday sans parler de ça. Pour le dire simplement, le fait que Faraday a bossé sur le borosilicate de plomb. Alors, je suis sûr que c'est hyper intéressant pour les gens que ça intéresse, mais c'est pas mon sujet. 2 ans après la mort de Davy, en 1831, ça y est, Faraday se remet enfin à l'électromagnétisme. Et il découvre l'induction électromagnétique. Et ça, mes amis, c'est ce qu'on appelle un game changer. Dans la langue de François Hollande quand il parle en anglais. You can't do what we want to do. Le principe est le suivant, vous avez 2 bobines de fil électrique, une petite et une grande. La petite, vous lui faites parcourir du courant électrique. Et puis pendant qu'il y a du courant électrique qui court dans la petite, vous la faites bouger à l'intérieur de la grande. On mesure à ce moment-là une tension aux bornes de la grande bobine électrique.
signe que du courant électrique circule dans la grande bobine électrique. Ce courant dans la grande bobine est un courant qui est induit par la petite bobine. C'est l'induction électromagnétique. Et par la suite, d'ailleurs, il découvrira qu'on peut également induire un courant électrique dans une bobine, simplement en plaçant à l'intérieur de cette bobine un aimant qu'on déplace, et en déplaçant cet aimant, induction, courant électrique. C'est la loi de Faraday qui deviendra une des 4 équations de Maxwell, donc on a déjà parlé dans la vidéo sur Maxwell, dont on a également parlé brièvement dans la vidéo sur Tchernobyl, le lien est dans la description. Et c'est notamment à partir de ce principe-là que Faraday inventera la première dynamo électrique. Et des années plus tard, ça donnera naissance à une des inventions les plus importantes de l'histoire de l'humanité, le moteur à induction. Une invention qu'on doit, évidemment, à Nikola Tesla. Alors sinon, vite fait, un truc marrant, je savais pas du tout le placer, donc du coup je l'ai mis là, voilà. Faraday, c'est le premier à mentionner l'existence de nanoparticules. Et donc à ce titre, il peut être assez légitimement considéré comme un des pères des nanosciences. Genre en 1850. Bon, en vrai, c'est un peu tiré par les cheveux parce que c'était vraiment pas son champ d'études. Mais voilà, c'est le premier à mentionner un tel truc, donc ok, c'est legit. Bon, alors vous l'aurez compris, Faraday, c'est quelqu'un qui est de plus en plus respecté avec les années. Hein. En 1824, il entre à la Royal Society, et ça je vous le dis de suite, c'était pas dans mon bingo avant de bosser sur l'épisode, il est nommé docteur honoris causa, en droit civil. Mais surtout, il refusera d'être anobli et de devenir chevalier, de devenir Sir Michael Faraday, et il refusera 2 fois d'être nommé président de la Royal Society. Vous vous rappelez, hein, quand je vous disais qu'il s'en battait les couilles des honneurs? Bah voilà. Alors, je passe rapidement sur la fin de vie de Faraday. Oh putain, la cage de Faraday! Ah oui, merde! Ok, bon alors rapidement, en janvier 1836, Faraday construit une grande cage métallique à l'intérieur de laquelle il entre, et ensuite la cage est électrifiée. Et il va évidemment ressortir indemne de cette cage. Je veux dire, c'est le principe d'une cage de Faraday, hein. Je veux dire, voilà, c'est... Si vous voulez, une cage de Faraday, c'est un peu comme un bouclier contre les ondes électromagnétiques. Notamment le Wi-Fi, par exemple. Hein. Mais l'intérêt de cette expérience, à l'époque, c'est surtout de montrer que l'électricité, c'est une force, et pas un fluide. Ce qu'on pensait à l'époque. Ah ouais, mais donc on rush complètement la fin, là. Bah ouais, parce que j'aimerais vraiment en venir au point qui fait que j'ai eu envie de faire cette vidéo, qui plus est entre Noël et Nouvel An. Ah, parce qu'il y a une raison, en plus. Oui. Michael Faraday est à l'origine d'une tradition. Une tradition qui se poursuit encore aujourd'hui. Non seulement à la Royal Society, mais pas seulement. Non, pas seulement dans toutes les grandes écoles, les universités, à la télé, la radio, sur YouTube, absolument partout. Et j'aimerais vraiment que les gens perçoivent, enfin, j'aimerais vraiment que vous perceviez que ce dont je vais parler, c'est à lui qu'on le doit. À partir de 1827, Michael Faraday va donner régulièrement des conférences au Royal Institute, des conférences dites de Noël. Ces conférences sont destinées à un public plutôt jeune, des enfants, des adolescents, et elles ont pour objet de présenter et d'expliquer au grand public des expériences scientifiques, non seulement pour leur culture personnelle, mais également dans le but parfaitement avoué de susciter des vocations. Je rappelle, hein, Faraday est sorti tôt du système scolaire, parce que le système scolaire n'était pas adapté. À propos de ce type de conférence, Michael Faraday donnera d'ailleurs des recommandations, je vous en cite une. Il faut allumer une flamme dès le début, et la maintenir vivante avec une splendeur ininterrompue jusqu'à la fin. Ces conférences étaient évidemment éducatives, mais elles étaient surtout amusantes, joyeuses, stimulantes. Ce qui par ailleurs n'empêcha absolument pas Faraday de donner son avis sur l'éducation devant une commission des écoles publiques, ou carrément, en son temps, hein, d'aller débunker en bonne et due forme tout ce qui touchait aux séances de spiritisme, au mesmérisme et aux autres âneries du genre, vous voyez ? C'était le G1000 de son époque. Le gars avait pas besoin de s'inventer ou de s'octroyer un titre de zététicien. Il avait simplement besoin de méthode et d'esprit critique. Ce qui, somme toute, est largement suffisant et permet d'éviter un certain nombre d'écueils. Et si ces conférences sont si importantes pour moi, c'est parce que je suis convaincu que ce sont elles qui ont institué la tradition de vulgarisation dans les sciences anglo-saxonnes. C'est grâce à ces conférences qu'ont existé par la suite des Feynman, des Carl Sagan, des Brian Cox. C'est grâce à elles qu'aujourd'hui existent des Veritasium, des Smarter Everyday, des Minute Physics, des Physics Girls. Et il aura fallu attendre longtemps, vraiment longtemps, pour que cette tradition vulgarisatrice arrive en France. C'est vraiment récent, il faut bien comprendre. Il y a à peine quelques années, des gens comme Étienne Klein ou Roland Lehoucq
étaient évidemment dans les milieux autorisés des vieux de la vieille, on s'est compris, tout simplement considérés comme des gens qui n'étaient pas sérieux. Des gens qui passaient un peu trop de temps sur les plateaux à parler au grand public. C'est pas sérieux tout ça. Une phrase que j'aime beaucoup et qui montre ça plutôt bien, et fort heureusement c'est une phrase qui est de moins en moins vraie. Mais jusqu'à il y a pas si longtemps, elle était absolument exacte, et cette phrase est la suivante. Un scientifique français qui vulgarise son champ de recherche, bah ça doit vouloir dire que son champ de recherche est pas très compliqué. Tandis qu'un scientifique anglo-saxon qui ne vulgarise pas son champ de recherche, ça doit vouloir dire qu'il comprend pas grand-chose à son champ de recherche. Et juste qu'on soit clair sur un truc, parce que je me rends compte en le disant que c'est peut-être pas évident. Moi, je ne me positionne absolument pas dans la même case que les gens que j'ai cités. Qu'on soit clair. Eux, ce sont de véritables scientifiques. Des scientifiques qui vulgarisent les sciences, oui, mais des scientifiques. Moi, je suis absolument pas scientifique. Alors je comprends bien que la case dans laquelle je suis, c'est une case un peu bâtarde. Justement parce qu'elle n'existe pas depuis si longtemps que ça en France. Mais je pense que la case qui se rapproche le plus de ce que je fais, en vrai, sincèrement, c'est amuseur public. Quand je dis restez curieux et prenez le temps d'y penser, c'est pas juste un slogan. Hein. Ce que ça signifie, c'est si vous trouvez ces sujets intéressants et que vous avez envie de creuser ces sujets-là, c'est à vous d'aller faire ce boulot. Moi, je peux pas le faire à votre place. Il faut que je vous avoue un truc, ça me fait toujours un petit peu marrer quand il y a des gens qui viennent me remercier parce qu'ils ont fait des études scientifiques. Alors, ça me fait marrer, mais pour une raison simple, c'est parce que j'y suis pour rien, en fait. Merci, mais j'y suis pour rien. Je veux dire, c'est vous qui les avez faites, ces études. C'est éventuellement vos parents qui vous ont collé au cul pour que vous bossiez. C'est, si vous avez eu de la chance, 1, 2, 3 professeurs qui vous ont particulièrement inspiré. Moi, dans ce tableau, véritablement, j'étais là pour faire des blagues, hein. C'est tout. Et je trouve, sans me vanter, que c'est un beau message. En tout cas, c'est sans doute le meilleur message dont je suis capable pour signer cette année 2025 et entamer, avec beaucoup d'espoir, une nouvelle année 2026. Avec espoir et enthousiasme, bien sûr. Pensez bien à liker, commenter, partager la vidéo, c'est hyper important. On le dit à chaque fois, ce qui fait que vous l'entendez presque plus, mais je vous assure que c'est hyper important, surtout de partager les vidéos. Pensez également à vous abonner ou vous réabonner pour ne rien manquer des vidéos de 2026. On se retrouve évidemment très vite pour de nouveaux épisodes, et d'ici là, bien sûr, restez curieux. Et prenez le temps d'y penser.